Souleymane Niang. Au lendemain de la décision du Conseil des ministres de fixer la nouvelle date de reprise des cours au 25 juin prochain pour les classes d'examen, le ministre de l'Éducation et son homologue de la formation professionnelle ont présenté les grandes lignes du calendrier scolaire réaménagé. C'était ce matin en marge du point coronavirus du jour. À retenir, les examens sont prévus à partir du 21 août prochain. Pour les élèves des classes intermédiaires, les modalités de passage en classe supérieure seront définies par le sous-comité pédagogique Georges Détié-Diop. La réouverture des classes sitôt décidée, le ministre de l'Éducation, Mamadou Talla, décline le calendrier des examens, non sans évoquer la situation des élèves en classe intermédiaire. Les examens sont prévus à partir du 20 août 2020. Pour les classes intermédiaires, les modalités de passage des élèves en classe intermédiaire vers la classe d'enseignement supérieur seront définies par le sous-comité pédagogique. Les propositions de passage seront faites avant le 31 juillet 2020. Pour l'année scolaire 2020-2021, les activités d'enseignement et apprentissage démarreront par des séances de consolidation. Pour le calendrier des examens, CFE est entré en sixième à partir du 20 août 2020. BFM, 14 septembre 2020. Les sessions de remplacement sont prévues à partir du 15 octobre. Pour le baccalauréat, l'anticipé de philo se déroulera le 12 août, le baccalauréat technique à partir du 31 août 2020 et le bac général à partir du 2 septembre 2020. Session de remplacement à partir du 12 octobre 2020. Pour l'ensemble des examens professionnels, à partir du 3 août jusqu'au 30 septembre. Pour les autorités, il faut s'adapter à toutes les situations. Le virus continue de circuler alors, plusieurs défis à relever et ils ne sont pas que sanitaires. La prise en charge sanitaire et l'appui psychosocial nécessaire des enseignants et élèves en cas de contamination. Deuxièmement, la prise en compte des risques d'inondation en cette période hivernale corrélée à l'existence d'abris provisoires dans certaines localités. 3. L'adaptation des contenus pédagogiques et des modalités d'organisation des examens et des concours. Et enfin, la continuité pédagogique pour les classes intermédiaires. Conséquence de tout cela, la prochaine année scolaire va démarrer début novembre. Pas en octobre, comme habituellement. Comme on pouvait s'y attendre, l'annonce de la nouvelle feuille de route a suscité de nombreuses réactions chez les acteurs de l'éducation. Par exemple, des syndicats d'enseignants réunis au sein du G7 dénoncent une précipitation et tiennent le gouvernement responsable de tout ce qui pourrait arriver. Amadou Sabarba. Un énième agenda du ministère de l'Éducation pour la reprise partielle des cours pour les classes d'examen le 25 juin prochain. Une grosse surprise selon le G7. Malick Youm estime que le ministre n'a pas respecté les accords signés avec les enseignants. D'abord, c'est une question de surprise parce que nous pensons que déjà par rapport au partenariat sur lequel nous avons largement discuté, et si aujourd'hui on vous dit que nous avons déjà rencontré monsieur le ministre à la date du vendredi 12 juin 2020 et que lors de cette rencontre, il était question qu'on mette en place un comité stratégique pour aller dans le sens de trouver ensemble les meilleures périodes qui pourraient nous permettre de reprendre les enseignements et apprentissages dans un cadre scolaire sain et sécurisé. Et qu'on nous dise que monsieur le ministre a déjà proposé une date, donc ça, vraiment, c'est une surprise. Le QSEMS se veut clair. Son secrétaire général national parle de précipitation. Abdoulaye Ndoye. La France a décidé de reprendre le 22, nous avons dit le 25, donc il y a une coïncidence troublante. Quelles que soient les mesures qui sont prises, l'agenda des examens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'heure est au bilan. Pourquoi se précipiter? Est-ce que les conditions sont réunies? Autant de questions aujourd'hui qui tordent l'esprit des enseignants et des Sénégalais. Cependant, l'Union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal approuve la décision du gouvernement. Mais elle compte jouer son rôle d'alerte. Abdoulaye Fane, président de l'UNAPES. Nous sommes en phase avec ce qui a été dit tout à l'heure. Cependant, nous prendrons nos dispositions dans le cadre de nos visioconférences avec nos coordinations départementales pour véritablement évaluer d'ici le samedi, si toutes les dispositions sont remplies, nous inviterons aux parents d'envoyer les enfants. La reprise partielle des cours pour les classes d'examen est prévue le 25 juin prochain. Une reprise qui risque de se tenir sans l'engagement des syndicats, notamment le G7, les syndicats les plus représentatifs dans le secteur de l'éducation et de la formation. Autre réaction, le collectif des gouvernements scolaires du Sénégal estime que les conditions d'une bonne reprise des cours ne sont pas réunies. Il déplore ce collectif aussi la mise à l'écart des élèves dans les concertations sur cette reprise. Une position commune des élèves sera dégagée dans les jours à venir. Écoutons Maguette Ba, porte-parole du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Depuis lors, on ne nous a pas impliqués là-dessus. Après l'avortement
du retour du 2 juin. Le ministre a convoqué les syndicats, a convoqué les parents d'élèves, mais jusqu'à présent, pas les élèves et les partenaires également. Même aujourd'hui, ce qu'on a constaté encore une fois, c'est qu'il y a encore parlé des enseignants, des parents d'élèves, des partenaires, mais pas des élèves. Donc on se demande pourquoi ils ne nous impliquent pas là-dessus. C'est à nous de voir. Concrètement, quelle position allez-vous adopter, vous les élèves? Allez-vous regagner les classes? Alors, je ne sais pas si je dois me prononcer personnellement ou au nom du collectif. Mais en ce que, moi, à ma personne, je me dis que c'est juste des utopies parce que voir qu'on s'y attendait déjà, parce que déjà la France doit ouvrir le 22 juin. Donc si le Sénégal fait le 25, c'est une chose qui est normale, qu'on peut considérer puisqu'on fait jusqu'à présent du copier-coller. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est en période d'hivernage. Nos camarades qui sont à Saloum nous ont même dit hier qu'ils ont déjà commencé à rejoindre les champs. Ils ont commencé à semer. Donc ça veut dire que beaucoup de leurs parents ont carrément dit qu'ils ne vont pas retourner à l'école pendant cette période d'hivernage parce qu'ils doivent cultiver la terre pour se nourrir. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement. Mais n'empêche, on ne va rien vous dire pour l'instant. En attendant que tout le monde s'y prononce dans tout le pays, que chaque collectif régional se prononce pour dire qu'est-ce qu'il voit par rapport à ces décisions. Ensuite, on va se déclarer. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le Sénégal enregistre 3 nouveaux cas de décès liés au coronavirus, ce qui porte le nombre de morts à 76. 106 personnes ont été testées positives à la Covid-19, dont 13 cas issus de la transmission communautaire. 17 patients sont en réanimation. Le point de la situation avec le directeur de cabinet et porte-parole du ministère de la Santé, le docteur Aloïse Ouali-Diouf. Sur 1406 tests réalisés, 106 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,53%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 93 cas contacts suivis par nos services, 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Touba 4, Rufisque 2, Mbao 1, Guédiawaye 1, Liberté 6 1, Grand Yoff 1, Yarah 1, Cambérène 1 et enfin Kaolack 1. 110 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures de santé ce mercredi 17 juin 2020. À ce jour, 5475 cas ont été déclarés positifs, dont 3716 guéris, 76 décédés et donc 1682 sous traitement. Dans la région de Thiès, Khombole compte à ce jour 11 cas de Covid-19 et un mort du coronavirus. En conséquence, les populations commencent à déserter les structures de santé et malgré les cas de contamination et de décès, les mesures barrières ne sont plus respectées. Cheranta Diop. Khombole en est à 11 cas positifs au coronavirus. Dr Sitorondour, le médecin-chef du district de Khombole. Si effectivement, Khombole a enregistré des cas, 11 au total. On a eu enregistré un décès. La maladie inquiète et les populations vont jusqu'à fuir les structures sanitaires. Au district sanitaire de Khombole, constat fait, les salles de consultation et d'hospitalisation sont désertes. Évidemment, ça vous pouvez le constater. C'est un hôpital désert, on voit plus de patients. Malheureusement, le personnel est là. Et ici, dans le centre de santé, 80% du personnel est payé par le centre même. C'est très difficile. On verra que s'il y a beaucoup de funérailles, on se demande est-ce que réellement les gens ne sont pas malades sans pour autant venir consulter. Et si c'est le cas, ça va être catastrophe. Les autres maladies vont tuer beaucoup plus que la Covid-19. Il faut que les gens quand même acceptent de venir. Pire dans cette affaire, les populations de Khombole ne respectent toujours pas les mesures barrières. Parce que le district compte 18 postes de santé et les ICP appellent à tout moment pour m'informer de cérémonies, de funérailles, de baptêmes, de mariages qui se tiennent au niveau de leur poste de responsabilité. On n'y peut rien. Le président du comité communal de ciblage de Khombole, Mokumba Fall, appelle à une prise de conscience des populations de Khombole. Le virus, et s'il gagne du terrain, c'est parce qu'en fait, les mesures ne sont plus respectées. Le maire de Khombole, Pape Mboup, le commandant de la brigade de gendarmerie de Khombole, promettent d'être aux côtés du médecin-chef du district pour neutraliser le coronavirus. RFM Thiès, Cheikh
Ante Diop. Le coronavirus qui se propage également à Keur Massar, cette localité de la banlieue dakaroise en est à 92 cas positifs et 4 décès. Les cas communautaires pilulent dans cette zone. Koumba Sandiane Faye nous fait le point. Le nom de Keur Massar revient souvent sur la liste des cas positifs issus de la transmission communautaire. Depuis le premier cas enregistré le 3 avril, la commune de Keur Massar compte à ce jour 53 cas communautaires. Parmi les 92 dépistés positifs, dont le district sanitaire de la commune. Avec 37 cas contacts et 2 importés. Parmi ces patients, 4 personnes sont décédées et 30 ont pu rejoindre leur famille. 819 contacts sont suivis. Les plus atteints sont des jeunes avec une moyenne d'âge de 38 ans. Ils sont de sexe masculin. Malgré le nombre élevé de cas communautaires notés, je rappelle 53, certaines populations de Keur Massar et quartiers environnants vivent comme si la commune en était à 0 cas. Le port du masque n'est pas respecté dans les lieux de rassemblement comme les marchés et au niveau du rond-point de Keur Massar qui avait été pourtant déguerpi de son monde habituel par le préfet de Pikine au mois d'avril. Mais depuis l'assouplissement de ces mesures, tout redevient comme avant à Keur Massar. Et puis le personnel de la Croix-Rouge affecté à la clinique du Golfe à Cambérène pour s'occuper des malades du Covid-19 menace d'aller en grève. C'est pour réclamer 3 mois de salaire et une souscription à l'assurance. Ces agents de la Croix-Rouge dénoncent aussi leurs conditions de travail. Leur porte-parole, Pape Maguette Nian, s'en explique au micro de Nafissatou Silla. Depuis le 24 avril jusqu'au présent, on n'a pas perçu notre salaire. Donc c'est désolant. Nous demandons au gouvernement de veiller sur ça parce qu'on demande nos salaires et ils nous disent aujourd'hui, demain, et on n'a pas accepté ça. Ce qui nous intrigue, c'est les malades. C'est les malades qui sont internés ici. Donc on n'a pas le choix et c'est nous qui leur donnons à manger, à boire. Bon, nous menaçons de faire une grève. On nous a dit d'ici vendredi, la situation va se décanter. Donc, on attend d'ici vendredi. Si on n'a pas perçu notre salaire, ou bien non salaire, donc nous allons faire une grève qui n'a pas d'ordre. Grève, nous, hygiénistes, médecins, infirmiers, buanderies et tout. RFM, fréquence de modulation 94.0. La radio en puissance. RFM midi. Souleymane Niang. Allons à Paris à présent au procès de Lamine Diack et de ses coprévenus devant la 32e chambre du tribunal de grande instance de Paris. Après les plaidoiries de la partie civile et le réquisitoire du parquet, la parole est à la défense ce jeudi. C'est l'avocat de l'ancien chef du service antidopage de l'I2AF, Gabriel Dolé, qui a ouvert le bal ce matin. Correspondance spéciale, cher Sidou Silla. C'est l'histoire d'un homme pudique, travailleur acharné, un brin naïf et peut-être trop respectueux de la hiérarchie qui s'est retrouvé dans une histoire dont il ignorait les tenants et les aboutissants. Voilà en substance la ligne de défense de maître Marc Deschmichel, l'avocat de Gabriel Dolé, ancien monsieur antidopage de l'I2AF. Pendant toute sa plaidoirie, il tentera de blanchir son client âgé aujourd'hui de 78 ans. À l'en croire, Dolé n'a jamais eu de doute sur la sincérité de Lamine Diack. Il a accepté de participer à la gestion du dossier des athlètes russes dopés sur la demande de son président, explique l'avocat, qui jure que son client ignorait tous les à côté de cette affaire. Jamais on lui a parlé de l'argent, ajoute-t-il, rappelant que Lamine Diack avait assuré Dolé que les athlètes dopés ne participeraient à aucune compétition. L'erreur de Dolé, c'est d'obéir à son président, insiste l'avocat. Mais Lamine Diack lui a fait un sale coup selon ses propres termes. Quitte de Massata Diack, il a mouillé tout le monde dans ses magouilles, déplore-t-il. L'avocat n'a pas plaidé la relaxe puisque, dit-il, son client a reconnu les faits. Mais il est aujourd'hui dans une optique de rédemption. Il regrette tout ce qui s'est passé. Cette affaire le remue et le touche. Il a fait une faute et a assumé, avoue l'avocat, comme pour demander la clémence. A signalé que c'est le dernier jour du procès. Le jugement sera mis en délibéré. Hier, la présidente a promis de dévoiler la date cet après-midi. Au palais de justice de Paris, Cheikh Sidou Silla, RFM. Retour à Dakar où la députée Aïda Mbodj va déposer une plainte contre X après les menaces de mort reçues de la part d'un inconnu au téléphone hier.
Contacté par la RFM, l'ancienne ministre déclare travailler sur cette plainte avec son avocat. Ces menaces de mort interviennent au lendemain de la question d'actualité que la parlementaire a déposée pour demander au gouvernement de s'expliquer sur les failles notées dans la gestion de la pandémie du coronavirus. Il est 12h17. L'association des victimes de mines en Casamance constate, et c'est pour le déplorer, la survenance à nouveau d'accidents de mines en Casamance. Les victimes de ces engins explosifs replongés dans le souvenir des moments très difficiles de leur vie par ces incidents regrettent l'arrêt des actions anti-mines en Casamance. Ils exhortent les parties belligérantes à trouver dans les meilleurs délais une plage de convergence et pour le redémarrage de la dépollution des terres. Lamine Ba. Les victimes de mines en Casamance ne s'en cachent pas. Les accidents liés aux engins explosifs enregistrés ces derniers temps replongent la majorité d'entre elles dans les moments les plus sombres qu'ils ont connus durant leur existence. Ça fait mal. Nous, on a sauté sur ces engins. Et l'idée qui a sous-tendu même la création de cette association, c'est de faire en sorte que ce qui nous est arrivé ne puisse pas arriver aux autres. Sarani Diatta, président de l'association des victimes de mines, se dit choqué par la suspension des opérations de déminage en Casamance. Il exhorte les parties belligérantes à trouver une plage de convergence pour la reprise des opérations de dépollution. Effectivement, nous sommes choqués parce que si nous voyons qu'aujourd'hui, le déminage n'est toujours pas en cours, vraiment avec également le temps qui est en train en tout cas de passer, on risque de ne pas atteindre l'objectif. C'est d'arriver à 0 mine d'ici 2025. L'action anti-mine ne doit pas se résumer tout simplement au déminage. Mais nous pensons qu'il y a aussi d'autres composantes telles que l'éducation au risque qui doit être favorisée pour permettre à ces populations d'être outillées afin qu'elles comprennent, n'est-ce pas, quels sont les bons comportements à adopter en zone de présence des mines, qu'il n'y ait pas de nouvelles accidents. À ses yeux, ces incidents ne doivent en aucune manière affecter le processus de paix en Casamance. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ces incidents malheureux, ça ne doit pas impacter le processus de paix qui a été déjà enclenché. Et nous pensons que nous devons tous travailler pour qu'une reprise, en tout cas de ces activités de l'action anti. Selon l'association des victimes de mines en Casamance, ce sont 831 personnes qui sont recensées sur la liste des victimes de ces engins explosifs. Elles s'allongent naturellement avec le bilan des accidents de ces derniers jours. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Autre cri du cœur, celui des habitants de 6 villages de la commune de Tataguine dans le département de Fatick. Ils disent subir une arnaque depuis 2016 de la part d'un concessionnaire privé de la Sénélec. Il leur vend l'électricité à des prix insupportables pour les paysans. Il demande à l'État d'ouvrir une enquête sur cette affaire. Les populations impactées ont tenu un sit-in. Reportage Aminata Goudjabi. Ils se sont constitués en collectif pour mieux combattre ce qu'ils appellent une arnaque. Les habitants des villages de Hondjon, Ndiosmon, Ngoye Seko, Ngoye Ndofongor, Tchamen et Mbelongout disent acheter l'électricité à des prix exorbitants. Leur fournisseur, un sous-traitant de la Sénélec appelé Électricité du RIP. Alphonse Latir-Faye, porte-parole du collectif. EDR, électrification du RIP. Depuis 2016, vend le kilowatt à 316 francs à ses clients, alors que la Sénélec vend son kilowatt à moins de 90 francs. Quand vous faites une demande de compteur, qui peut aller jusqu'à 66 000 francs selon le niveau. Il y a le niveau 1 qui tourne vers 12 000, le niveau 3, 33 000 et le niveau 4, 66 000. Ce qui est trop cher alors que Sénélec donne ses compteurs à moins de 5 000 francs. On ne peut pas le comprendre. Les habitants des villages concernés sont en majorité des paysans avec de faibles revenus. Difficile donc pour eux de supporter les prix de l'électricité fournis par cette société privée. On voit des paysans qui, à la fin de leur récolte, sont obligés de vendre leurs arachides pour pouvoir payer l'électricité. Obligés de vendre leurs chèvres, leurs vaches, leurs récoltes. Ce sont des populations très fatigués qui nous ont demandé de venir parler à leur nom. Ces villageois qui se considèrent comme des victimes attendent de l'État d'importantes mesures pour les sortir de ce calvaire qui dure depuis 4 ans. Alphonse Latir-Faye. Nous exigeons qu'une enquête approfondie soit diligentée pour permettre aux villageois de mieux comprendre le courant, comment ça marche, parce que l'EDR appauvrit ces paysans. Nous demandons aussi au ministre de l'Énergie, au directeur de la Sénélec, de venir en aide à ces populations qui demandent d'être branchées sous le réseau de la Sénélec avec des compteurs Woyofal. Nos tentatives de joindre les responsables de l'entreprise incriminée ont été sans succès. Aminata Goudjabi, Fatick RFM. RFM. L'actualité internationale.
À 12h22, rebonjour Barthélémy Ngom. Rebonjour Souleymane Niang. En Gambie, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation demande une amélioration du système carcéral. Eh bien, la proposition est portée par un haut responsable de l'administration pénitentiaire, l'officier Gimbo Diallo, était hier devant les responsables de la dite commission. Il a accusé l'ancien président Yahya Jammeh d'avoir commandité des arrestations parfois arbitraires. Il a aussi alerté sur les difficiles conditions de vie des détenus, Souleymane. Évariste Ndayishimiye prend les rênes du pouvoir au Burundi et se trouve face à plusieurs défis. Le nouveau chef de l'État burundais a été officiellement investi ce matin. La passation de pouvoir entre le président sortant et celui qui a été élu était normalement prévue le 20 août prochain, mais le décès soudain de Pierre Nkurunziza a précipité les choses. Les défis qui attendent, comme vous l'avez dit, le nouveau chef de l'État sont donc immenses. Il doit, entre autres, réconcilier les Burundais, instaurer la démocratie dans le pays, organiser le retour des exilés, entre autres défis. Pacifique Ninina-Zoué, le président du Forum pour la Conscience, une organisation de la société civile exilée en France depuis quelques mois, il répond aux questions de Youssouf Bodian. Le nouveau président aura une tâche immense. Il va rencontrer des défis énormes. C'est un président qui devra rapatrier les centaines de milliers de réfugiés qui se trouvent en exil. Et pour y arriver, il faudra qu'il rassure les Burundais sur le plan sécuritaire. C'est un président qui doit continuer le chemin de la réconciliation des Burundais, notamment en remettant en valeur l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, république au Burundi et pour le renforcement de la démocratie. C'est aussi un président qui va rencontrer une grande soif de justice parce que nous allons continuer à nous battre pour avoir la vérité et la justice sur les crimes ignobles commis au cours particulièrement de la période qui va de 2015 à 2020. Le général Ndayishimiye est quand même un proche de Nkurunziza, qui était son mentor. Vous pensez qu'il peut aujourd'hui apporter des changements concernant la marche du pays? On espère que le président qui arrive cette fois-ci aura plus de coups de franche, puisqu'il n'y aura plus la tutelle du président sortant. Nous espérons qu'il pourra prendre des mesures qui s'imposent afin de ramener le Burundi à une situation normale. C'est notre espoir, mais nous ne savons pas ce qui va réellement se passer après. Présidentiel en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo lance son appel au dialogue. Eh bien, c'est parce que depuis 20 ans, chaque année en Côte d'Ivoire, les élections présidentielles ont été marquées par des violences. Il y a une tendance à la généralisation de cette violence, souligne le communiqué de l'ex-chef d'État. Laurent Gbagbo dit s'inquiéter des signes annonciateurs et appelle les différents acteurs politiques, les religieux et même la société civile à renforcer le dialogue pour tirer les leçons du passé. Il a d'ailleurs rappelé que les blessures de 2010 sont encore présentes en Côte d'Ivoire et qu'il est important d'évacuer ces blessures et autres douleurs. Et pour en arriver, les Ivoiriens doivent se parler, a dit Laurent Gbagbo dans son communiqué. Rappelez Souleymane que la présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue le 31 octobre 2020. L'ONG Human Rights Watch réclame une enquête pour crimes de guerre au Niger. L'ONG dénonce ainsi l'exécution sommaire par des militaires nigérians de 2 membres présumés de Boko Haram. C'était au mois de mai dernier dans le sud-est du Niger. Une accusation qui résulte d'une enquête sur une vidéo. Ajoutez à cela plusieurs autres allégations de violation des droits humains visant l'armée nigérienne. Le gouvernement du Niger a balayé ces accusations de crimes de guerre. Depuis plusieurs mois, Souleymane, le Niger a engagé une guerre contre les terroristes. Le Canada perd à l'ONU face à la Norvège et l'Irlande. Le vote lui a été défavorable. Il est reproché au Canada des manquements dans le développement international. Ce qui est sûr est que cette défaite fait couler beaucoup de salive là-bas au Canada. Explication Mamadou Aïchanyaï. Le Canada se noie à l'ONU pour avoir perdu son poste mis en élection au Conseil de sécurité. C'est une véritable débâcle face à 2 pays européens que sont la Norvège, qui totalise 130 voix, l'Irlande 128 voix contre 108 pour le Canada. Malgré les 2 millions de dollars investis par Justin Trudeau et son gouvernement dans une campagne très médiatisée au plan international, voilà une seconde défaite en 10 ans pour le Canada, après la tentative de 2010. En perdant le poste au Conseil de sécurité, selon des analystes politiques et des diplomates conservateurs, Justin Trudeau s'est noyé avec une pire défaite du Canada qui, depuis 1945, ne passe pas au second tour dans cette élection onusienne.
Montréal, Mamoudou Aïchandia, Radio Futur Média. Pour finir, parlons du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle. C'est ce jeudi. Oui, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. C'est ainsi que le général de Gaulle conclut son allocution le 18 juin 1940. Cet officier français ne savait pas que son appel à la résistance face à l'Allemagne nazie allait entrer dans l'histoire. Eh bien, ce 18 juin, le président français Emmanuel Macron se rend donc à Londres dans le cadre de la commémoration de cet appel. Un déplacement hautement symbolique, Souleymane. Merci Barthélémy Ngom, il est 12h27. RFM, la radio de toute l'actualité. À présent, l'actualité de la pandémie de Covid-19 Coronews avec Youssouf Bodian. Le nombre de morts liés au coronavirus continue à grimper au Sénégal, qui a enregistré 16 décès en 4 jours, soit au moins 3 morts par jour. Une note d'espoir tout de même, le nombre de patients en traitement est plutôt stable puisqu'il y a un nombre important de guéris enregistrés quotidiennement au Sénégal. En Égypte, Amnesty International a appelé les autorités à mettre fin à leur campagne de harcèlement à l'encontre du personnel médical, dont plusieurs membres ont été arrêtés pour avoir critiqué la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Sous-équipés et peu préparés, les soignants représentent 11% des contaminations en Égypte selon l'OMS. En Afrique, un dernier décompte fait état de 8707 cas de nouveau coronavirus ces dernières 24 heures. Les guérisons restent stabilisées à la barre de 4000 et les décès à la barre des 200. À Pékin, le ministère chinois de la Santé a fait état de 21 malades supplémentaires au cours des dernières 24 heures. 158 cas sont recensés depuis la semaine dernière. Le marché de Zimfadi, principal lieu d'approvisionnement en fruits et légumes de la capitale, est soupçonné d'être la source des nouvelles contaminations. Les autorités locales ont engagé depuis quelques jours une vaste campagne de dépistage des habitants et de désinfection des restaurants. Plus de milliers de vols annulés aux aéroports de Pékin. Moins de 1000 morts quotidiens aux États-Unis, 7 jours de suite. Le pays a recensé 840 morts au cours des dernières 24 heures, mais reste le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, avec plus de 117 000 morts du virus et plus de 2 100 000 personnes contaminées. Un tiers des 16 000 détenus américains testés positifs au coronavirus dans les établissements les plus touchés. Jusqu'à 70% des détenus sont infectés. La pandémie du coronavirus continue de se répandre fortement au Brésil, où le gouvernement affirme pourtant que la situation est sous contrôle et le déconfinement se poursuit progressivement dans la plupart des États. Le dernier bilan quotidien officiel du ministère de la Santé faisait état de chiffres proches des records de morts et contaminations confirmés, avec 1269 décès et 32 188 cas supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Le coronavirus qui continue de bousculer le chronogramme de grands événements du continent prévu en 2020 à Brazzaville, le tout premier sommet des gouvernements des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains a été renvoyé en 2021 à cause du coronavirus. Pendant ce temps, un collectif d'organisations sportives dont la Fédération internationale de ski et la Fédération internationale de basketball, la FIBA, ont appelé à accélérer la reprise des compétitions sportives avec un retour des spectateurs le plus rapidement possible. Baptisée Sport for Recovery, cette initiative mondiale est destinée à encourager les responsables politiques à autoriser la reprise de manière sûre et encadrée des sports organisés le plus rapidement possible. L'âge est bien un facteur important dans la COVID-19 selon une nouvelle étude. Les moins de 20 ans auraient 2 fois moins de risques d'attraper la maladie que les plus de 20 ans. La proportion de patients qui déclarent des symptômes après avoir été infectés est de 21% chez les personnes âgées de 10 à 19 ans, alors qu'elle grimpe de 69% chez les plus de 70 ans, selon les estimations de cette étude publiée dans la revue Nature Médecine. Ces résultats indiquent que la transmission du nouveau coronavirus est très faible chez les enfants. Une nouvelle étude publiée alors que le débat est vif dans de nombreux pays dont le Sénégal sur la réouverture des écoles. Après l'Europe et les États-Unis, c'est au tour de la Russie de se lancer dans la course au vaccin contre le coronavirus. Le ministre russe de la Santé a ainsi annoncé hier le lancement de plusieurs essais cliniques menés par le Centre de recherche en épidémiologie et microbiologie sur 2 prototypes de vaccins. RFM, reportage.
Le reportage hivernage du jour nous mène à Tambacounda où les semences d'arachide sont épuisées au niveau des points de vente et pour autant les semences de céréales sont généralement disponibles. Reportage Moussa Omar Gueye. Au niveau des points de vente, la quantité de semences d'arachide est épuisée. Les paysans rencontrés sur place regardent désespérément le grand magasin au quartier Liberté Tambacounda. Abdoulaye Ndiaye. Tungomira. Sambakon. Ngarno da jewde. Gerte. A hebi wala. Ala hebaay. Gerte ngasi. Wona min tan sohli wuro ngoy goto hebaay. Mi wada personne mi sohli saku sapso mi nayi pour ben mbawa arde ciow. J'ai voulu acheter 10 sacs de semences pour les cultivateurs de mon village, mais hélas. Miɗen ñaagi tawa eɓe jogi ɓe gadda seɓe Allah jiɗɗo fof sowda hay kullor kam yalti toon ko ujunere temedde jeetati kono hay ɗum gasi. Je lance un appel ainsi à l'État. Nous risquons de ne pas pouvoir cultiver l'arachide cette année et ça va être une situation catastrophique pour nous. Sinci Bokara ren ujunere temedde jeeɗiɗi e capande joyi kono hay ɗum gasi. Le gérant du magasin de vente des intrants agricoles nous fait la situation. Son nom Omar Kanté. On a terminé les arachides avec les céréales. Le sorgho est sur place, le maïs aussi est sur place, le niébé aussi est venu. On est en train de distribuer ça. Mais les intrants ne sont pas encore venus, tels que l'engrais de l'arachide, du maïs, du sorgho et de l'urée. On n'a pas encore reçu ça. Il y a le riz aussi qui est sur place et elle est subventionnée à 100%. Vous pouvez partir 17 tonnes de maïs, 5 tonnes de sorgho. Pour le niébé, il y a 10 tonnes. Voilà, les paysans viennent au rendez-vous. L'arachide, mon fion, on pouvait même avoir un rallonge. Parce qu'à présent, on nous demande de l'arachide. On avait un stock de 100 tonnes qui a été épuisé. À Tambacounda, plusieurs paysans attendent la prochaine pluie pour labourer leur périmètre et puis s'orienter à la phase de semis. Moussa Omargué, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi 18 juin 2020, lui, est commentée par Georges Déthié-Diop. Les morts du coronavirus, la courbe est ascendante. 73 morts selon Libération, qui souligne que 13 décès ont été enregistrés en l'espace de 3 jours. Une hausse des morts constatée aussi par l'Observateur. Et comme explication à cette situation, le journal indique qu'avec 30 morts à domicile depuis le début de la pandémie, la stigmatisation est en train de pourrir la vie aux autorités médicales et d'emporter la vie des malades qui, par peur d'être indexés, eux et leurs familles, préfèrent rester à la maison jusqu'au dernier moment. Situation donc toujours préoccupante. Le virus circule toujours. Mais malgré tout, les cours vont reprendre dans une semaine. Oui, selon le quotidien L'Info, la reprise des cours est fixée au 25 juin. Ce que confirme Vox Populi qui parle de rentrée forcée. Le journal affirme qu'après le fiasco du 2 juin, l'État est décidé à renvoyer les élèves en classe d'examen dans les écoles jeudi prochain. C'est hier que le ministre de l'Éducation a fait l'annonce d'une nouvelle date adoptée par le Conseil des ministres. En France, ce sera le 22 juin. Tribune semble y voir du suivisme au point de s'exclamer « Macky macronise ses décisions ». Coïncidence ou mimétisme, en tous les cas, le journal note que les décisions se suivent et se ressemblent. Tribune cite déconfinement, assouplissement et la même rhétorique. Pendant ce temps, Source A informe que quand le ministre de l'Éducation proposait hier au Conseil des ministres, le 25 juin, pour la reprise des cours, au même moment, le G7 mettait en place un comité scientifique censé plancher sur de nouvelles dates de reprise des enseignements-apprentissages qui seront par la suite proposé au gouvernement. Mais après avoir pris connaissance de l'adoption par le gouvernement de la proposition de Mamadou Talla, les syndicalistes, fait savoir Source A, ont décidé d'organiser une ultime rencontre pour étudier la date retenue par l'État. Mais déjà, Dambodj donne son avis dans les Échos. Selon le journal, il parle de capitulation. Et pour cause, il confie que le président et le gouvernement ont cédé à la pression de l'oligarchie du privé. Dambodj ajoute qu'ils ont décidé de faire sauter de classe les élèves et d'organiser un bac au rabais. Pour lui, on va sacrifier les élèves. Tout cela, une conséquence de la Covid-19, mais pas que. Le quotidien fait état d'une augmentation des cas de divorce à Dakar. Situation imputée au virus qui, selon mon confrère, infecte les couples. Le quotidien indique que le nombre de cas de séparation est multiplié par 6 et les jeunes couples sont les plus impactés. Un coup d'œil à présent dans le Témoin. Il est question de prédation foncière. Un dossier sur le sujet aux pages 4 et 5 du journal. La République des Koumba Amdei. Une république à deux vitesses. Le Témoin fait état de biens appartenant à 3 millions de personnes privatisées au profit d'une minorité de privilégiés. Et qu'en est-il de la forêt classée de Mbao morcelée? L'AS indique que Abdou Karim Sall et Abdoulaye Timbo sont au banc des accusés. Abdou Karim Sall aurait octroyé 10 hectares dans la forêt classée de Mbao. Abdoulaye Timbo suscitant une révolte des jeunes de la localité regroupés au sein d'une plateforme dénommée Développement durable de Mbao. Ils s'opposent à ce qu'ils appellent un tong-tong foncier. Direction
Paris, où se déroule le procès Lamine Diack, les journaux s'en font l'écho. Le journal Les Échos fait état de réquisitoires de feu contre le patron de l'I2AF et son fils. Selon Les Échos, le procureur a demandé 5 ans de prison, 310 millions d'amende. L'I2AF réclame 27 milliards, ce que confirme l'Observateur à sa page de titre. Les Échos et l'Obs qui rapportent les propos tenus par un des avocats de la partie civile. Maître Régis Bergonzi a déclaré lors de sa plaidoirie que le nom de Diack est désormais synonyme de corruption dans tous les coins du monde. Justice toujours, mais au Sénégal, et c'est pour faire connaissance avec le garde des Sceaux, Maître Malick Sall, l'homme du sérail. C'est comme ça que l'appelle le journal Enquête à sa une. Le journal souligne qu'avec plus de 35 ans de barre, il aurait pu être l'homme qu'il faut à la place qu'il faut à la tête du département de la justice. Mais pour beaucoup, il est plutôt révélé comme un homme clivant et partisan. Témoignage d'avocats, du président de l'UMS, entre autres, à lire dans Enquête. Sport pour terminer, Naples de Kalidou Koulibaly, vainqueur de la Coupe d'Italie. Information mise en exergue par Record et Stade. Naples a battu en finale la Juventus de Cristiano Ronaldo. Du coup, Stade affirme que Koulibaly triomphe devant Ronaldo. Pour Record, Koulibaly s'offre la Coppa Italia. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h38, bienvenue à Point de Vue, notre rendez-vous avec deux invités autour du thème du jour. Aujourd'hui, nous parlons du nouveau calendrier scolaire après l'annonce de la reprise des cours le 25 juin prochain. Ce matin, le ministre de l'Éducation et son homologue de la formation professionnelle ont décliné les modalités de la reprise et de l'achèvement de l'année scolaire au niveau de l'enseignement général et de la formation professionnelle. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec le professeur Mamadou Youri Sall, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur du Centre de recherche en éducation, formation et sport de l'UGB. Professeur, bonjour. Bonjour, monseigneur. Nous sommes également avec M. Cheikhou Touré, expert consultant en éducation. M. Touré, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, professeur Mamadou Youri Sall, vous faites partie des chercheurs, vous avez même dirigé l'équipe qui, avec l'ONG ADIS, Action humaine pour le développement intégré du Sénégal, a lancé il y a quelques semaines une déclaration pour faire des propositions pour la reprise des cours et l'achèvement de l'année scolaire. Je ne reviendrai pas sur les propositions détaillées que vous aviez faites, mais le constat est que, en partie, votre demande a été satisfaite, mais pour l'essentiel, c'est-à-dire la continuation de la veille pédagogique à travers l'enseignement à distance à la fin du mois d'août, n'a pas été retenu. Globalement, quelle est votre réaction après la présentation du nouveau calendrier réaménagé par le ministre de l'Éducation ce matin? Vraiment, c'est l'étonnement. Nous disions que tout le monde est en train de réfléchir. Même nous, à l'UGB, on était en train de réfléchir sur un protocole pédagogique pour réussir la rentrée ou bien le retour à l'école. Et hier, en Conseil des ministres, nous avons entendu la décision de retourner le 25. Et rien n'a changé depuis notre proposition. Nous nous sommes réunis le 12 mai pour statuer sur la question. Nous nous étions dit que franchement, il faut attendre septembre pour qu'il y ait moins de peur, moins de stress et qu'il y ait une rentrée inclusive de tous les élèves sans discrimination et que toutes les évaluations se fassent au lieu de privilégier les classes d'examen. Actuellement, ce qui nous étonne, c'est non seulement la date, mais le fait de mettre en exergue les classes d'examen au-dessus de toutes les classes. Or, dans un cycle, toutes les classes se valent, monseigneur. De CI à CM2, de 6e à 3e, toutes les classes se valent. Toutes les classes doivent quand même être évaluées pour voir est-ce que le niveau est là ou pas. On ne voit pas pourquoi on met quand même devant des classes d'examen avec des diplômes qui ne comptent pas pour le cursus, pour la suite du cursus pédagogique. Ni le certificat, ni le BFM ne font pas passer d'un niveau à l'autre. Et même le bac, si on l'a, on va attendre au mois de janvier parce qu'à l'université, il n'y a pas encore de place pour les nouveaux bacheliers. Donc on ne voit pas l'enjeu. Donc c'est l'étonnement, vraiment.
qui nous habitent actuellement. Alors, donc, dans le contenu, vous avez des réserves et des objections très sérieuses, mais aussi sur la démarche. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Mais avant de revenir sur la démarche, je voudrais introduire M. Cheikhou Touré, expert consultant en éducation, sur le contenu. Quelle est votre réaction, vous, aux propositions qui ont été présentées ce matin? Vous parlez de moi ou de... Oui, M. Cheikhou Touré, oui, expert consultant. Voilà, disons que quand vous venez de m'informer, parce que je viens d'être informé, en fait, j'ai dit, aujourd'hui, si en fait j'étais parmi les populations ne connaissant pas l'éducation, tout ça, j'allais applaudir. Mais retenons que du 8 au 25, il ne reste qu'une semaine. Moi, j'avais préconisé, quand en fait le 2, nous n'avons pas pu démarrer, que certainement l'État est en train de se réunir avec également des forces vives du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment où toutes les réflexions doivent être exploitées par l'État pour mieux faire. J'aurais dressé une sorte de checklist pour m'interroger d'abord sur qu'est-ce qui n'a pas marché et qui fait que, en fait, le 2 n'a pas pu démarrer. Quand on connaît bien le système éducatif sénégalais, rien qu'à l'élémentaire, aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 écoles. Normalement, si on s'interroge sur pourquoi ça n'a pas marché, parce que j'ai parlé avec des enseignants qui me disent que même quand ils sont arrivés, il n'y avait encore rien dans leur établissement. Normalement, on aurait dû permettre aux IF et aux chefs de district d'aller visiter les écoles, et ça c'est une chose qu'il fallait faire dès le début, pour évaluer les qui puissent faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'on sache pour chaque établissement qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les besoins. Et maintenant qu'on mette en place un dispositif pour véritablement répondre à ces besoins pour dire que c'est OK. Ensuite, on a vu que le 2, on a constaté des problèmes d'organisation et de planification. Rien que pour transporter les enseignants, on aurait dû prévoir plusieurs sites au lieu de les regrouper dans un seul site. Parce que quand même, Dakar a un espace quand même qui permet cela. Et au départ même, il faut contrôler les gens pour ne pas attendre qu'on aille jusqu'à Bignona ou je ne sais où pour dire oui, il y a 10 qui ont, etc. Alors, vous dites, d'ailleurs, c'est ce que disait également la COSIDEP, qu'il aurait fallu évaluer déjà l'échec, entre guillemets, de la reprise prévue le 2 juin dernier. Alors, très bien. La réaction là, je retourne au professeur Mamadou Yourissal sur la démarche, sur la forme. Tous les deux, vous l'évoquez, c'est-à-dire vous êtes surpris par l'annonce alors que les concertations étaient en cours. Nous avons entendu également des syndicats se plaindre de ce que cette mesure n'a pas fait l'objet d'un consensus, encore moins d'une unanimité. Quels sont les risques maintenant que la mesure ne soit pas appliquée comme il se doit par les parties prenantes qui ne se sentent pas engagées? Monseigneur, les risques sont réels. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est le gain pédagogique. Le gain pédagogique sera infime. Pour une raison, l'ambiance, le moment n'est pas opportun, la durée n'est pas optimale et qu'on n'a pas pris en charge l'année suivante. Si on nous dit qu'on va débuter l'année le 25 juin, et puis il y aura tout de suite après l'année 2020-2021, donc il va se terminer au mois de juillet. Donc toutes ces durées-là sont des acteurs d'enseignement. Ils ne peuvent pas tenir du 25 juin au 31 juillet 2021. Ça va être très difficile. Donc il y aura des conséquences. Donc deux problèmes
le gain pédagogique sera infime, les acteurs risquent de ne pas pouvoir tenir durant toute l'année suivante, parce que quand même il y a chevauchement des 2 années. Il fallait faire attention et dire qu'on peut optimiser la rentrée, se préparer pour septembre et faire la veille pédagogique. Enseignement à distance, apprendre à l'école en attendant septembre, pour que l'école soit dans l'ambiance scolaire, mais ne pas aller à l'école physiquement, parce que sur le plan psychopédagogique, ils ne sont pas prêts. Je ne parle même pas des dispositions matérielles. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous disons le gain pédagogique ne sera pas au rendez-vous. C'est ça qui nous préoccupe, nous, en tant que chercheurs en Donc, éducation. l'intérêt des élèves, des apprenants. Là-dessus, je voudrais entendre M. Cheikhou Touré, expert consultant en éducation. Qu'est-ce que vous pensez des conséquences éventuelles des mesures qui ont été prises et surtout des désaccords qu'il y a entre les différents acteurs du secteur éducatif sur les enfants, cette fois-ci? Bon, moi, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais couper les choses comme ça, peut-être que ça ne va pas permettre de voir clair dans ça. Parce qu'il y a 3 types de problèmes. Il y a un problème d'organisation et de planification. La planification, c'est l'organisation d'activités dans le temps et dans l'espace selon des moyens disponibles pour atteindre un but. Ça nécessite du temps, ça nécessite d'évaluer les besoins réels, d'évaluer les coûts, de mettre en place tout ce qui correspond aux besoins. Or, ça, je me demande si ça a été fait. En tout cas, le gouvernement dit qu'il l'a bien fait. Hein? Oui, mais on verra. Parce qu'au fond, souvent, on réfléchit en haut et au niveau de l'opérationnalisation au téléphone, on a des couacs et on a vu ce qui s'est passé le 2. Bon, maintenant, la deuxième chose, c'est le volet pédagogique. Mais on a au Sénégal des experts en matière d'approche pédagogique. Si on les écoutait, non seulement que pour fixer la date par rapport à la planification, si vraiment on a les informations qu'il faut, parce que nous, on ne peut parler que des stratégies, on pourrait régler ces problèmes d'organisation et de planification qui nous permettra certainement, si les moyens sont disponibles, de dire qu'à telle date, ça devrait être possible. Maintenant, sur le plan pédagogique, vous voyez, par exemple, il y a eu un moment dans le système éducatif où, pour aller d'une classe à l'autre, on a fixé à 5% ceux qui doivent redoubler. Mais on a fait passer des enfants qui n'avaient pas le niveau. Donc le problème, ce n'est pas de faire passer comme ça. Mais au fond, l'apprentissage des enfants doit se fonder sur des facteurs scientifiques. Donc, si on écoute vraiment tout le monde, on réglerait ce problème dont parle le professeur. Et la troisième et dernière dimension, parce que malheureusement... Troisième dimension, c'est la dimension sociale. Parce que nous sommes des êtres humains. Vous voyez un peu quand ça a échoué le 2, tout le stress des parents d'élèves, etc. Mais ça aussi, il faut réfléchir sur cette dimension-là et faire en sorte que on ne puisse pas avoir un deuxième clash, parce que ça va avoir un effet extrêmement ravageur sur les gens. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans notre édition en Wolof dans quelques minutes. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé.